Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage? Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, c'est très joli. Voir une femme jouer au football, c'est moche. Voir une femme sur un vélo, c'est moche. Je regarderai le cyclisme féminin le jour où elles mettront des maillots un peu plus jolis, des cuissards un peu plus jolis. Vous êtes moche, je suis désolé. Ouais, je connais plus d'un anaconda qui aimerait bien venir l'embêter un petit peu, cette jeune Cléopâtre canadienne. If females MMA were to separate from male MMA, no one's gonna watch this shit. I don't want to go see fucking two fucking little cats fight. I want to see lions fight. Maybe that's where we fucked up, you guys. We let women vote. We need to go back to like 1942. We need to put women back in the kitchen. Have you ever thought about going to therapy, Shane? For what? I didn't say anything too offensive, did I? Il y a Sarah Errani qui est la patronne, elle fait tout, elle fait la vaisselle, elle fait la cuisine, elle passe la serpillière. Derrière ces mots, il y a tout le problème. L'idée selon laquelle la performance féminine n'existe jamais pour elle-même, qu'elle est toujours comparée, toujours mesurée en fonction de la performance masculine et donc forcément toujours en dessous. Les femmes ne se battent pas vraiment contre les hommes. Elles se battent contre des normes, contre des attentes absurdes et souvent contre le mépris. En revanche, je ne vais pas vous dire que les femmes sont aussi fortes que les hommes ou qu'elles devraient recevoir le même salaire que ces derniers. Parce qu'en réalité, il existe encore beaucoup trop de différences avant de pouvoir en arriver là. Des différences que certains adorent rappeler pour essayer de justifier le fait que les femmes ne valent pas autant que les hommes. Bon, déjà biologiquement, les femmes sont moins fortes physiquement que les hommes. C'est un fait reconnu par tout le monde que personne ne cherche à nier. Enfin, presque. Mais une fois ce constat posé, quelle est la suite de l'argument ? Eh bien, il n'en a pas vraiment. Insister sans cesse sur cette différence n'apporte rien à part entretenir un sentiment de supériorité facile et totalement vide de sens. Pourtant, certains ont désespérément besoin de rappeler que les femmes sont moins fortes, comme si cette supériorité physique rendait inutile toute autre réflexion, comme si accepter le fait que des femmes puissent exceller dans leur domaine malgré cette différence physique venait bousculer quelque chose d'inconfortable chez eux. En 1928, lors de la première participation des femmes aux 800 mètres au JO, l'Allemande Lina Radke avait établi le record mondial. Bizarrement, le comité décide finalement que les femmes ne sont plus autorisées à courir une distance supérieure à 200 mètres lors des JO. Même chose en 1992. Lorsque l'épreuve de tir de skeet avec un fusil de chasse de calibre inférieur ou égal à 12 est devenue mixte lors des JO de Barcelone, c'est une femme, la chinoise Chen Zhang, qui avait remporté l'épreuve devant 7 hommes. Encore une fois, bizarrement, la Fédération internationale de tir a retiré la mixité dans cette épreuve. Si j'entre dans l'eau, les garçons vont avoir peur que je leur fasse de l'ombre. Ils vont se dire « J'ai fait une performance, mais il y avait une fille en face de moi, donc ce n'était pas si risqué que ça. » Puis ce n'est pas une nouvelle. Les femmes sont en plus de ça mises en compétition contre les hommes sur des caractéristiques qui avantagent en permanence les hommes. Force brute, vitesse, explosivité, capacité cardio-respiratoire, récupération musculaire après des efforts courts et intenses, ou encore la structure osseuse qui aide à des mouvements plus efficaces pour courir. Personne ne passe son temps à rappeler que les femmes dans d'autres domaines du sport ont aussi des avantages biologiques. Meilleure endurance sur l'ultra-distance, récupération plus rapide entre les efforts, meilleure résistance au stress, gestion énergétique plus fine, meilleure récupération après des efforts longs, modérés et répétés, meilleure souplesse. Pourtant, dans le dernier cas par exemple, aucune gymnaste, danseuse, patineuse ou grimpeuse ne passe son temps à dire que les hommes sont nuls parce qu'ils sont moins souples. Parce que cela n'a aucun intérêt, parce que cela ne définit pas la valeur d'un sportif. Les gens mesurent la performance sur une base masculine. On veut constamment nous comparer aux hommes alors que nous ne sommes pas des hommes. Les femmes se battent entre elles, les hommes entre eux, avec chacun leur niveau et leurs objectifs. Alors oui, les femmes ne valent rien si la seule échelle de valeur est celle de ceux qui les regardent avec mépris au travers du prisme masculin pour se sentir plus puissants. On n'a pas le même physique, ni la même physionomie ou physiologie, mais nos pertes n'en sont pas moins importantes et le travail délivré n'en reste pas moins conséquent. Cette différence naturelle que l'on aime tant rappeler, elle n'est pas seulement biologique. Elle est aussi culturelle, elle est le fruit d'un système. Comment comparer deux mondes qui n'ont jamais eu les mêmes chances ? Comment exiger le même niveau d'excellence lorsque les femmes doivent toujours se contenter des restes ? On reproche aux femmes de ne pas rattraper un train auquel elles n'ont jamais eu de billet. Nous, les femmes, on récolte souvent les miettes qui restent chez les garçons. Tous les équipements qui restent chez les garçons et qui sont par exemple trop grands ou trop petits chez les garçons, c'est ce que nous, on va récupérer. Donc typiquement, moi j'ai des copines qui jouaient au FC Nantes il y a pas si longtemps que ça et qui récupéraient les chaussettes en taille 43 qui restaient chez les garçons. Lors des qualifications à la Coupe du Monde de foot 2023, 54% des joueuses n'ont pas reçu d'examen médical de pré-tournoi, 39% n'ont pas eu accès à un support mental et 70% n'ont pas réalisé d'électrocardiogramme avant la compétition. Et cet écart de traitement, on le remarque dès l'enfance. Une enquête de l'UNICEF menée en France indique que dans les cours de récréation, notamment en primaire, le plus frappant est la séparation entre les filles et les garçons. Les garçons prennent plus de place et sont au centre, les filles, elles, sont sur le côté.
Ces dernières rapportent qu'elles n'ont pas le droit de jouer au foot parce que les garçons leur refusent l'accès au terrain. Alors, comment faire pour que les femmes maximisent leur potentiel lorsque l'on sait que c'est dans ces premières années que l'on développe les automatismes moteurs, la coordination, la proprioception et la confiance corporelle? C'est là que tout commence. Et le problème, c'est que ces interdictions continuent par la suite. La Fédération française de football n'autorise l'entrée aux femmes qu'en 1970, le marathon de Boston qu'à partir de 1972. Des tournois réservés aux femmes dans le golf n'apparaissent qu'à partir des années 90. En France, la boxe est autorisée aux femmes seulement à la fin des années 90. Il faut attendre 2012 à Londres pour une première apparition au JO. Et depuis 2006, dans le monde du surf, les compétitions féminines étaient interdites sur le spot de Tchoupo, jugé trop dangereux pour elles. Ce n'est qu'en 2022 qu'elles ont réussi à la faire revenir. Ici, ce ne sont que quelques exemples d'interdiction d'accès au sport pour les femmes. Et malgré tout ça, on ose encore les comparer avec les hommes, comme si c'était équitable, comme si c'était juste. On ose encore les accuser de ne pas être aussi performantes que les hommes. On s'étonne encore qu'elles ne soient pas au même niveau. Les hommes ne peuvent pas vouloir l'égalité des résultats quand il n'y a même pas eu l'égalité des moyens. Alors oui, parfois des U16 masculins battent des équipes professionnelles féminines comme certains adorent le rappeler. Mais que peut-on vraiment atteindre quand l'histoire entière du sport leur a appris qu'elles étaient secondaires ? Ce n'est pas qu'une question de capacité physique, c'est aussi une question d'opportunité, de moyens. Mais certains diront à juste titre que si le sport féminin rapporte moins, c'est normal qu'il ait moins de moyens, moins d'infrastructures, moins d'opportunités. C'est vrai, c'est un fait. Mais ce fait ne sort pas de nulle part. Il est le fruit d'un choix. Moins de moyens parce que moins de médiatisation. Moins de médiatisation parce qu'on a décidé de moins en parler. Et forcément, à force de moins en parler, le public s'y intéresse moins, ce qui est normal. Le problème, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue. On entend souvent dire que les femmes seraient mieux médiatisées si leur performance était meilleure. Et oui, c'est vrai que la médiatisation suit la performance. Mais c'est aussi une excuse bien confortable. On nous a tellement habitués à comparer les femmes avec les hommes, à voir leur niveau à travers le prisme du sport masculin qu'on finit par trouver leur performance décevante dans des disciplines que l'on considère masculines. Alors forcément, on dévalorise la performance, on trouve ça moins spectaculaire, moins appréciable, et on ne regarde plus. On te répond qu'en phase finale, pour l'audience, il faut plus de garçons parce que le spectacle est plus fort. Selon un rapport de l'Arcom, la télévision française a consacré en 2024 21,4% de son temps d'antenne au sport féminin contre 31,8% pour le sport masculin. Mais il faut rappeler que les Jeux Olympiques ont grandement aidé dans ces résultats. En 2023, ce chiffre tombe à 15% et en 2021, 4,8%. Depuis toujours, les femmes doivent non seulement performer, mais le faire mieux, plus souvent et de façon plus spectaculaire pour espérer avoir une couverture équivalente. Ce constat, il ne date pas d'hier. En 1983, Yannick Noah est sacré à Roland-Garros. En 2000, Marie Pierce est sacrée à Roland-Garros. Pourtant, ces deux exploits sportifs n'ont pas bénéficié du même écho médiatique. Même chose plus récemment en 2023. La joueuse espagnole de football Aitana Bonmati remporte son premier ballon d'or. Mais c'est Lionel Messi, aussi vainqueur de cette récompense, qui apparaît seul sur la couverture du magazine L'Équipe. Pourtant, de l'autre côté de la frontière, les magazines espagnols les plus influents les affichent côte à côte. Heureusement, le magazine se rattrape en 2024 lors de son deuxième ballon d'or en l'affichant cette fois aux côtés de son compatriote Rodri. La faible médiatisation du sport féminin n'est pas liée aux performances des athlètes comme certains adorent le rappeler, mais à des habitudes culturelles bien ancrées. Dans certains sports comme le judo, les compétitions féminines et masculines sont diffusées côte à côte depuis longtemps. Personne ne trouve ça étrange, parce que dans cette discipline, on a appris à apprécier les deux versions sans les opposer. On comprend que ce ne sont pas les mêmes forces, pas les mêmes styles et parfois presque deux sports différents. On les regarde pour ce qu'ils sont et non pas pour les comparer. Résultat, le judo féminin n'est pas moins spectaculaire. Même chose lors du tournoi de Roland-Garros où matchs féminins et masculins alternent une fois sur deux tout au long de la compétition. Les médias ne doivent pas nous forcer, mais tout simplement nous habituer à voir, à analyser, à parler du sport féminin et nous devons avec eux apprendre à apprécier la performance féminine pour ce qu'elle est en elle-même, sans faire référence à celle des hommes. Aujourd'hui, dans la majorité des sports, cette absence passée rend leur présence actuelle étrange. Et ce, qu'importe le domaine. Même dans le journalisme sportif, même la voix des femmes dérange, cette fois au sens propre. On a tous grandi en entendant des hommes commenter, avec leur ton, leur énergie, leurs références. Alors forcément, quand une femme prend le micro, ça crée un décalage. Mais ce décalage, on le transforme tout de suite en jugement. Elle n'est pas crédible, elle ne comprend rien, elle commente mal, elle parle pour ne rien dire. C'est quoi cette voix ? Nous sommes nombreux à déjà avoir eu ce genre de réflexion un jour. Mais comment peuvent-elles commenter correctement si elles n'ont jamais eu la place de le faire ? Et ce, non pas parce qu'elles n'en étaient pas capables, mais parce qu'on ne leur a jamais laissé la place d'être entendues. Selon une étude de l'Arcom, les commentatrices n'ont représenté que 19% du temps de parole lors des retransmissions télé en 2024. Si depuis toujours les femmes commentaient le sport, leur présence ne nous aurait jamais semblé étrange, et ces dernières le feraient en plus de ça de façon bien plus fluide et juste qu'aujourd'hui. C'est encore une fois le cas dans le judo. Depuis petit, j'ai toujours entendu une femme commenter aux côtés d'un homme et cela ne m'a jamais surpris, parce que cela a été normalisé. Concernant les plateaux télé, lorsque les femmes sont médiatisées, ce n'est même pas pour leur capacité à commenter le sport, mais pour leur capacité à plaire grâce à leur physique.
Aujourd'hui, en France, la majorité des femmes qui parlent de sport à la télé sont blanches, blondes, fines, jeunes. Les hommes, eux, peuvent être bruns, blonds, barbus, imberbes, jeunes, vieux, gros, peu importe. Le directeur de la rédaction, il vous voit comme la gonzesse. La gonzesse à qui on demande de mettre des décolletés, la gonzesse à qui on demande de maigrir. Ça m'est arrivé quand je travaillais sur TF1, sur la F1, on m'avait dit si tu maigris pas, on t'enlève de l'antenne. Ok, d'accord, je parle 5 langues, sinon c'est pas utile sur la Formule 1. Ben non, il vaut mieux être un peu plus jolie, un peu plus souriante et un peu plus sympa avec la direction. Et donc au bout d'un moment, vous en avez marre et vous partez. Alors justement, on y vient. Derrière ce manque de visibilité, ce manque de reconnaissance, il y a une autre réalité beaucoup plus sale. Le sport féminin a toujours dérangé. On s'est longtemps caché derrière des arguments médicaux et moraux. Jusqu'en 1984, les femmes n'étaient pas autorisées à courir le marathon au JO car on estimait cela médicalement dangereux pour leur utérus. Et aujourd'hui, les choses n'ont pas vraiment changé. Jusqu'en 2020, les femmes n'étaient pas autorisées à participer aux épreuves de canoë au JO car on estimait que concourir à genoux déformait le bassin et pouvait engendrer des risques pour de futures grossesses. Selon Pierre de Coubertin, le créateur des Jeux Olympiques modernes, le rôle de la femme reste qu'il a toujours été. Elle est avant tout la compagne de l'homme, la future mère de famille, et doit être élevée en vue de cet avenir immuable. Une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Ce qui dérange vraiment, c'est qu'une femme qui fait du sport, qui transpire, qui se bat, qui crache, qui saigne, qui n'est pas très fine, ce n'est pas toujours très joli aux yeux de certains, pas très gracieux, pas très féminin, pas très vendeur, alors on ne la montre pas. À l'époque, on refusait aux femmes le droit de faire du sport parce qu'elles devaient rester élégantes, en jupe longue, loin de la sueur et de l'effort. Pour Coubertin, l'idée de femme en sueur et grimaçante, soumise au regard sensuel des spectateurs masculins, lui était insupportable. Qu'elles fassent du sport et de la culture physique tant qu'elles veulent, mais à partir du moment où il n'y aura pas de spectateurs. Aujourd'hui, on les autorise à courir, à sauter, à s'entraîner devant des spectateurs. Mais on les filme en brassière, en short minuscule, on les cadre comme des objets avant même de parler de leur performance. Comme si on leur disait « D'accord, tu peux faire du sport, mais reste désirable ». Là, on change de régime, là, c'est plus le régime moral qui va faire qu'on exige de nous qu'on s'habille ainsi. Là, c'est le régime économique et marketing qui va exiger qu'on s'habille d'une certaine façon. Et là, il faut se déshabiller, c'est l'inverse. Donc là, maintenant, il faut se mettre à poil quasiment pour pouvoir faire vendre ou pour pouvoir attirer, je sais pas moi, le spectateur, parce que il semblerait donc, je dis ça bien sûr de manière ironique, que les hommes ne soient attirés que par le côté sexuel et séducteur de la sportive. Et donc, s'il faut attirer un public masculin, il faut déshabiller la sportive. Bien sûr, c'est une évidence. On ne médiatise pas les femmes pour leur talent, on les médiatise pour leur corps, aussi bien pour les sportives que les journalistes. On veut qu'elles soient prêtes à plaire à un regard masculin, sinon, on les oublie. J'ai vu des femmes se lisser les cheveux dans le vestiaire avant un match alors qu'il est attendu 80% de taux d'humidité. Meuf, dans 5 minutes, tu ressembles à un caniche, ça n'a pas de sens. En 2021, par exemple, l'équipe féminine norvégienne de beach handball a été sanctionnée pour avoir porté un short au lieu du bikini réglementaire, jugé non conforme. Résultat, la commission de discipline de la Fédération européenne de handball imposait une sanction de 150 € par joueuse pour avoir enfreint les règles internationales. Autre exemple avec évidemment la gymnastique féminine, qui est la plus médiatisée depuis toujours. Depuis les années 40, on met la pression sur des filles, souvent très jeunes, parfois mineures, pour qu'elles soient jolies, élégantes, gracieuses, féminines. On parle de sport, mais le regard devient vite glissant. On médiatise des corps d'adolescentes, souvent dans des juste au corps moulants, sous l'œil d'un public adulte. Même chose dans le beach volley, le volley et le tennis, où ce qui est souvent mis en avant n'est pas le niveau de jeu, mais le corps, la tenue et l'image. Tout est sexualisé. Ce que l'on regarde, c'est l'élégance, l'apparence, l'esthétique. Et parfois, on en oublie même complètement la performance. Voici une photo parue dans le journal L'Équipe au lendemain de la victoire de Marie-Josée Pérec en 1991 lors des championnats du monde d'athlétisme de Tokyo. Pour rappel, elle était devenue la première championne du monde française d'athlétisme. Mais L'Équipe avait opté pour une photo de dos mettant en valeur ses fesses, plutôt que son visage. La réponse des journalistes a été que j'avais de belles fesses et que c'était mieux de passer ça. Alors oui, l'argument du manque de performance qui entraîne un manque de médiatisation qui impacte ensuite les infrastructures et la qualité des entraînements est valable. Mais il devient totalement hypocrite s'il n'est pas complété par une autre réalité. Les femmes, quand elles sont médiatisées, le sont bien souvent d'abord pour leur physique et non pour leur performance. Performances qui sont en plus de ça en permanence comparées à celles des hommes qui n'ont pas les mêmes capacités physiques. Les marques qui sponsorisent les garçons sont moins regardantes sur leur physique, ils sont regardants sur la performance, alors que c'est le contraire chez les filles. Et justement, on parle de sponsoring, mais ce manque de reconnaissance, d'intérêt, de médiatisation influence forcément les revenus des sportives. Les femmes ne peuvent pas avoir les mêmes salaires que les hommes dans le sport, et en particulier dans le foot, étant donné qu'elles réalisent moins d'audience. Et ça, Gaëtane Tinet l'explique très bien. L'égalité homme-femme, moi j'ai pas de souci pour l'entendre, mais en fait, si on rapporte autant que les hommes, j'ai pas de souci qu'on gagne autant. Et mathématiquement, si on fait les comptes, je suis pas sûre que l'équipe de France féminine rapporte autant
que les hommes. Donc est-ce que c'est comparable ? Non. Mais un salaire moins élevé ne signifie pas un salaire inexistant. Lors des qualifications à la Coupe du Monde de foot 2023, 29% des joueuses n'ont tout simplement pas été payées. Et 66% des joueuses ont dû prendre des congés sans solde ou des vacances de leur autre emploi pour pouvoir participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Autrement dit, certaines ont dû perdre de l'argent pour représenter leur pays. Et ce n'est pas un cas isolé. Lors du célèbre tournoi des 4 tremplins en Allemagne et en Autriche, les hommes recevaient 3200 € pour une victoire en qualification. La sauteuse allemande Selina Freitag, elle, n'a reçu qu'un sac avec du gel douche, du shampoing et 4 serviettes. Objectivement, la différence de médiatisation est énorme lors de ce tournoi, ce qui pourrait en partie expliquer cet écart. Mais remplacer 3200 € par un kit d'hygiène, ce n'est plus une différence, c'est une humiliation. Même avec une audience plus faible, un minimum de respect professionnel aurait dû être assuré avec une rémunération. Ce que révèle ce genre d'écart, ce n'est pas seulement une question de moins de médiatisation égale moins d'argent. C'est un mépris social profond, une manière très claire de dire aux femmes « ton effort vaut la même chose qu'un shampoing ». Et cette logique-là n'est pas un accident. Il m'est arrivé de remporter une compétition avec la même figure que celui qui avait remporté chez les hommes. Il avait gagné un voyage à Hawaï. J'ai gagné un t-shirt. Et on s'étonne ensuite qu'elle soit moins rentable, moins visible. Comment pourrait-elle l'être si on ne leur en donne ni la chance, ni l'espace, ni la visibilité, ni les moyens et ni la considération ? En toute modestie, avec le palmarès que j'ai, si j'étais un garçon, ma maison serait payée et j'aurais des sponsors extrasportifs. Heureusement, certaines disciplines progressent. En 2018, la World Surf League devient la première ligue professionnelle établie aux États-Unis à instaurer une égalité parfaite des prize money entre les femmes et les hommes. Le tennis est aussi souvent cité comme modèle. Dès 1973, l'US Open accorde l'égalité des primes après un long combat mené par Billie Jean King. Mais il faudra attendre 2007 pour que l'ensemble des tournois du Grand Chelem, Wimbledon en dernier, adopte cette égalité. Mais l'égalité salariale, même lorsqu'elle est acquise sur le papier, ne suffit pas à garantir le respect, la reconnaissance et la considération que méritent les sportives. Derrière les chiffres, ce sont aussi les regards et les comportements qui trahissent encore un profond manque d'estime pour les femmes dans le sport. Et le tennis, souvent présenté comme sport exemplaire, en est lui aussi le témoin. En 2016, Raymond Moore, directeur du tournoi d'Indian Wells, déclare ceci à propos des membres de la WTA, l'association qui organise les tournois professionnels féminins. In my next life, when I come back, I want to be someone in the WTA because they ride on the coattails of the men. They don't make any decision, then they're lucky. If I was a lady player, I'd go down every night on my knees and thank God that a Roger Federer and a Rafa Nadal were born. Because they've carried the sport. Serena Williams a directement répondu à ces propos. There's only one way to interpret that. Get on your knees, which is offensive as enough. We as women have come a long way, and we shouldn't have to drop to our knees at any point. L'ex-patron de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, avait été suspendu pour 3 ans de toute activité liée au football par la FIFA pour avoir embrassé par surprise la joueuse Jenny Hermoso après le sacre mondial des Espagnols. Et le 13 mars 2025, la joueuse de badminton écossaise Kirsty Gilmour est sanctionnée d'un carton jaune pour avoir passé trop de temps aux toilettes pendant un match, temps justifié par ses règles. Heureusement, la sanction a été levée après le match à la suite d'une prise de parole de la joueuse. Autrement dit, les femmes peuvent gagner, briller, battre des records, mais ne sont toujours pas respectées pour autant. Et toutes ces règles ne pourront jamais changer tant que les hommes seront aux commandes. Ce qu'il faut, c'est une égalité dans les structures d'organisation. Et non pas pour remplir des quotas, mais pour pouvoir défendre les intérêts des hommes, mais aussi ceux des femmes. Le CIO montre l'exemple en 2023 en augmentant le nombre de femmes siégeant à des postes de direction. Leur représentation au sein des commissions du CIO est passée à 50%. Reste encore qu'en France, sur les 36 fédérations olympiques, seulement 4 sont présidées par des femmes. Alors, comment voulez-vous dans ces conditions que les jeunes filles aient envie de s'investir pleinement dans le sport ? Comment leur demander de croire qu'elles ont leur place sur les terrains quand elles ne sont même pas représentées par les fédérations, quand elles sont si peu visibles à l'écran, quand leurs performances sont sans cesse minimisées pour ne mettre en valeur que leur corps, et quand elles sont la cible permanente d'actes et de propos sexistes ? Beaucoup adorent dire que les femmes sont les premières fautives, que si elles s'intéressaient un peu plus au sport, l'argent suivrait naturellement pour les compétitions féminines. Encore une fois, c'est une réalité, ce sont des faits, mais ce sont des faits incomplets. Des faits qui oublient de dire que ce manque d'intérêt vient d'abord des normes sociales. Même quand les femmes s'y intéressent vraiment, elles finissent souvent par suivre le sport masculin. Parce que le sport féminin n'est pas assez visible, pas assez valorisé, pas assez raconté. Prenons un exemple simple. Combien de femmes portent un maillot floqué au nom d'une joueuse ? Très peu. La plupart vont acheter un maillot de Pedri, Gavi, Griezmann, pas celui de Bonmati, Hansen ou Katoto. Et ce n'est pas par rejet, c'est juste qu'on ne leur a jamais donné l'habitude de s'y attacher. On en arrive à une situation où même les femmes participent malgré elles aux inégalités. Selon le rapport 2024 sur l'état du sexisme en France du Haut Conseil à l'égalité, quel que soit le genre concerné, les clichés de genre s'avèrent encore plus ancrés cette année. Les stéréotypes associés aux femmes augmentent davantage auprès des femmes, ceux associés aux hommes augmentent davantage auprès des hommes. En gros, on est en train de régresser.
Par exemple, 27% des femmes pensent qu'un homme doit savoir se battre, contre 31% des hommes. L'écart est plutôt faible, mais sur certains critères, les femmes se montrent même plus exigeantes envers elles-mêmes que les hommes envers elles. 78% des femmes pensent qu'elles doivent être sérieuses, 60% qu'elles doivent être discrètes, 52% qu'elles doivent avoir des enfants, 48% qu'elles doivent avoir peu de partenaires sexuels. À première vue, ça ne semble pas avoir de lien direct avec le sport, mais en réalité, c'est exactement la même logique. La société a tellement imprégné ses attentes dans les têtes que même les femmes finissent par douter, par se censurer, par se juger. Préserve-toi pour un homme, sois sage, sois discrète, sois jolie, sois douce, sois une bonne mère, mais ne sois surtout pas forte, sportive, indépendante. Quand une fille veut s'imposer sur un terrain, un tatami, un ring, parler fort, transpirer, saigner, cracher, dominer, il y a une petite voix qui lui dit que ce n'est pas pour elle, que ce n'est pas féminin, que ce n'est pas bien, et cette voix parfois, ce n'est pas celle des autres, c'est la sienne. Si l'on ne montre que les hommes à l'écran, si l'on ne donne la parole et la lumière qu'à eux, comment les jeunes filles peuvent-elles se projeter? Comment peuvent-elles croire qu'elles ont leur place dans des sports perçus comme masculins? Le sport féminin a besoin qu'on en parle tout le temps, comme pour les hommes, qu'on en parle dans les écoles, les journaux, la télé, les pubs, les vestiaires, les débats, les jeux vidéo, les séries Netflix, et qu'on arrête de le traiter comme une exception. Tant que personne ne fera d'efforts, tant que les marques ne sponsoriseront pas des athlètes féminines pour leurs performances, tant que les médias ne nous habitueront pas à ne plus voir le sport féminin au travers du prisme du sport masculin, rien ne changera. Les salaires, les moyens, les entraînements, les performances, les infrastructures seront toujours inférieures à celles des hommes. Et comme d'habitude, tant que les combats ne se concentreront pas au bon endroit, rien ne changera. On veut l'égalité des salaires sans comprendre qu'il faut d'abord susciter l'intérêt du public pour s'en rapprocher. On veut remplir des quotas à tout prix, imposer le sport féminin partout, forcer l'intérêt, presque culpabiliser ceux qui ne regardent pas, alors que ce n'est pas ça, le vrai combat. On ne demande pas à ceux qui ne sont pas intéressés de s'asseoir devant un match de foot féminin. S'ils ne veulent pas regarder, ce n'est pas un problème. On ne crée pas l'envie en la forçant, on ne cherche pas à forcer l'intérêt. Ce qu'il faut, c'est qu'ils arrêtent de bloquer celles et ceux qui veulent s'y intéresser. Qu'ils arrêtent d'étouffer un espace qui, pour une fois, ne tourne pas autour d'eux. Certaines revendiquent l'égalité sur la ligne d'arrivée sans jamais regarder où commence la course. Elles parlent fort mais ne comprennent pas les vrais obstacles. Et à force de tout simplifier, de tout réclamer sans nuance, elles transforment la cause en un slogan creux. Elles ridiculisent ce qu'elles prétendent défendre et finissent par devenir la caricature du féminisme d'aujourd'hui. Toutes ces réactions profitent simplement à certains hommes qui n'ont aucun intérêt à ce que cela change. Ils n'ont même plus besoin de décrédibiliser la cause, car certaines le font à leur place. La vérité, c'est que tant qu'on continuera à juger leurs valeurs avec des règles qui n'ont jamais été faites pour elles, alors elles ne vaudront rien. On a appris aux femmes à jouer un jeu auquel elles n'ont jamais eu le droit de jouer. Le vrai combat, ce n'est pas de les faire courir aussi vite ou plus vite que les hommes, mais de leur laisser la place de courir tout court. Il faut habituer et éduquer la société bien plus tôt à voir des femmes transpirer, tomber, saigner, cracher, à voir des femmes fortes, musclées, rapides, lentes, fatiguées, à comprendre que les filles ont leurs propres capacités, que les garçons ont leurs propres capacités, à comprendre que les filles peuvent jouer au foot et que les garçons peuvent faire de la corde à sauter ou de l'élastique. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on pourra espérer une égalité parfaite. Le problème ne commence pas dans les stades, il commence bien plus tôt, dans les écoles, les récréations, les familles. Partout, l'on apprend sans même s'en rendre compte que les filles, les femmes, doivent d'abord et toujours se justifier d'exister avant de pouvoir exister pleinement. Il ne s'agit pas d'imposer, mais de créer un environnement où les femmes puissent évoluer sans devoir en permanence légitimer leur présence. Oui, les femmes sont biologiquement moins fortes que les hommes, mais elles ne sont pas fortes pour des filles, elles sont fortes. Point. La comparaison n'a pas lieu d'être. Ce qui les freine souvent, ce n'est pas le corps, c'est la confiance qu'on ne leur a jamais laissé construire. Alors, le jour où l'on arrêtera de demander aux femmes de prouver qu'elles méritent leur place, on verra enfin tout ce qu'elles peuvent y faire lorsqu'on leur laisse réellement.